Suisse, par crainte d'une nouvelle vague de suicides dans la secte du Temple solaire, les autorités retirent 2 enfants à la garde de leurs parents. La Caisse d'assurance maladie publie en France le hit parade des médicaments préférés de nos concitoyens au moment où l'on cherche à réduire les dépenses de santé. Pollution après le rapport alarmant sur les cas de mort prématurés à Paris et à Lyon, reportage sur le diesel, principal accusé. Catastrophe aérienne à Saint-Domingue, 189 morts, l'avion ramenait des touristes allemands vers Francfort et Berlin. Le SIDAction, ce sera le 6 juin prochain sur toutes les chaînes de télévision françaises. Invité de ce journal, Lynn Renaud. Madame, monsieur, bonsoir. Après la neige de ces derniers jours, la météo nationale annonçait en début d'après-midi un avis de tempête sur la Bretagne d'abord. Le vent soufflait à 176 km/h sur l'île d'Ouessant. Et plus bas, sur la côte du sud-ouest, la tempête sévissait également, cet après-midi donc, jusqu'à Bordeaux. François Privat, Philippe Ritter. En milieu d'après-midi, de violentes rafales mêlant vent et pluie, supérieures à 120 km/h, se sont soudainement abattues en plusieurs points de l'agglomération bordelaise. Les bourrasques ont duré une bonne vingtaine de minutes. À la première accalmie, on constate les dégâts. Enfin, moi j'ai plus de lumière, j'ai plus rien. Madame non plus, qui habite ici, c'est pareil. On n'a rien entendu. Enfin, on n'a plus rien, quoi. Plusieurs dizaines de toitures envolées. Sur l'ensemble de la Gironde, les pompiers ont effectué environ 200 interventions. Ici, un cèdre bicentenaire s'est abattu sur une villa. Les secours mettront plus de 2 heures à couper et retirer les branches qui ont transpercé le toit en plusieurs endroits. Nous étions dans la salle à manger et soudain on a vu les arbres qui rentraient dans la pièce et qui descendaient du plafond. Et heureusement qu'un de mes petits-fils était sorti du fauteuil où il regardait la télé. Une branche de 3 mètres se trouve sur la table et toutes les branches sont passées par le toit. Aujourd'hui, sur la côte atlantique, les rafales de vent ont fréquemment dépassé les 150 km/h, sans gros dégâts pour l'instant. Météo France maintient son avis de tempête jusqu'à demain midi. Pompiers et gendarmes restent en alerte maximale. Bulletin d'alerte également sur la région Île-de-France, annonçant des chutes de neige, tempête de neige également sur les Pyrénées ce soir et sur la Franche-Comté. Les autorités suisses qui craignent une nouvelle vague de suicides parmi les membres de la secte du Temple solaire qui sont encore en vie ont décidé de retirer 2 enfants à la garde de leurs parents. Éric Lebassan. Ce bébé est l'antéchrist. Ainsi l'avait décidé le grand maître du Temple solaire, Jody Mambro, en ordonnant sa mort dans ce chalet québécois, organisant aussi le massacre de 52 autres personnes au Canada et en Suisse, dont au total 7 enfants. Deuxième épisode de l'histoire tragique du Temple solaire, Saint-Pierre de Chérennes, décembre 95. Un nouveau transit vers Sirius, c'est-à-dire 16 nouveaux cadavres, et là encore 3 enfants assassinés, dont la petite Tania, 7 ans. Alors police et justice suisse avaient été mises en cause car les autorités savaient que les adeptes de l'ETS étaient restés actifs. Cette fois, devant l'éventualité d'un nouveau massacre et au nom de ce que la Suisse appelle la clause péril, une fillette de 8 ans a été retirée à la garde de sa mère, adepte de l'OTS. L'élément déterminant, c'est de protéger la sauvegarde psychique et physique de l'enfant. C'est le critère principal et qui fait que si on soupçonne que l'intégrité dans ce sens-là n'est pas garantie, il faut intervenir. Et là, il y avait un danger potentiel qui était connu par d'autres expériences, donc c'est la protection de la vie qui intervient dans un cas de ce genre. Une deuxième procédure est engagée pour soustraire à un autre adepte la garde d'un garçon de 14 ans. C'est une première car il est délicat de priver un enfant de sa mère, mais les 64 morts du Temple solaire, dont 10 enfants, sont dans toutes les mémoires. À Paris, l'Assemblée nationale entamera demain un débat justement sur le problème des sectes en France. Sur le plan juridique, il est vraiment très difficile d'empêcher des adultes d'adhérer à une secte. En revanche, les spécialistes qui étudient le problème des sectes estiment qu'il faut à tout prix sauver les enfants qui sont embrigadés par leurs parents. Témoignage d'une jeune femme de 22 ans aujourd'hui, Isabelle, qui, adolescente, à l'âge de 16 ans, fut avec ses frères membres de la secte Horus. Elle témoigne sur la vie des enfants au milieu des autres adeptes. Chantal Kimerlin, Michel Gianoulatos. Sciences sacrées et mathématiques célestes, l'enseignement ésotérique... Ce sont les images de la secte où elle a vécu 3 longues années. À cette époque, Isabelle avait 17 ans et croyait que la secte lui apprendrait tout. Je pense que je trouverai ma place ici et que j'ai pas de soucis à me faire pour mon avenir. Dans ce reportage, on disait que vous suiviez des cours par correspondance et que vous aviez une scolarité normale. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce qu'on m'avait promis au début. J'y suis allée, moi, pour passer mon bac, en fait. Et le résultat fut catastrophique. 3 en maths, 4 en sciences éco, 4 en histoire géo, échec au bac.
mais à la place un endoctrinement garanti pour les 6-18 ans. Comme l'objectif, en fait, c'était de se préparer à l'apocalypse qui allait arriver, et donc nous serions un groupe d'élite qui allions refaire une société meilleure après l'apocalypse, on nous préparait à cette épreuve, donc à la famine, à la souffrance. Donc c'est vrai qu'il y avait des jeûnes qui duraient parfois une semaine, il y avait des jeûnes réguliers 1 jour par semaine, et puis on nous faisait subir des méditations très longues aussi, c'est-à-dire qu'on devait être nombreux dans un temple à méditer pendant plusieurs mois. Et quand on n'était pas assez nombreux, on dormait très peu. Donc on se relayait, on dormait 2 heures, on allait remplacer quelqu'un. Donc il y a eu des périodes... Même les jeunes enfants, oui. À partir de quel âge? À partir de 8 ans à peu près. Et pendant ce temps-là, Isabelle n'a pas pu lire un seul livre, n'a pas regardé la télévision, sinon des films ésotériques enregistrés, et n'a eu aucune relation avec le monde extérieur. Je n'ai rien vu pour les enfants, j'ai simplement vu le fisc débarquer un jour pour contrôler ce qui se passait au niveau de l'argent, simplement ça. Mais jamais je n'ai vu ni inspecteur d'académie, ni rien du tout. Même pas assistante sociale, ni rien. Moi je comprends pas pourquoi les autorités ne s'impliquent pas. Ils laissent ces enfants crever, point. On dirait qu'ils s'en foutent, que ça ne les concerne pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Isabelle prépare une thèse sur les sectes et va partout où elle peut informer les jeunes dans les écoles, les lycées ou les facs. La Caisse nationale d'assurance maladie publie aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler le hit parade des médicaments préférés des Français. En tout cas, ceux qu'ils consomment le plus. Ce sont avant tout des antidouleurs et des antidépresseurs. Gilles Marinet, Valérie Astruc. En tête du hit parade des prescriptions, 3 médicaments contre la douleur et la fièvre, 2 antidépresseurs et des antibiotiques. Parmi ceux-là, les plus chers pour la sécurité sociale, un antibiotique et un antidépresseur célèbre. Médicaments de marque souvent réclamés par les patients et que les médecins prescriraient trop souvent au goût de la sécurité sociale. Je constate que du fait de leur ancienneté, ces médicaments pourraient être sous forme de générique. Et vous avez lu comme moi dans la presse qu'en général, un générique coûte 30% de moins que le médicament de marque. La Caisse nationale d'assurance maladie, et ce n'est pas sa première mise en garde, n'hésite pas à rappeler aux médecins généralistes qu'ils sont tenus par leur code de déontologie de prescrire au moins cher. D'accord, répondent les intéressés, mais il faudra aussi convaincre les patients. Prenez l'exemple d'une personne âgée qui a besoin à tout prix de son, on va citer le nom du médicament, le Temesta pour dormir. Si vous lui enlevez ça, vous avez l'impression de lui enlever quelque chose de fondamental dans sa vie et ça risque d'être pire encore comme situation. 184 produits pharmaceutiques seulement, et souvent les plus chers, totalisent la moitié des prescriptions alors que 1500 sont disponibles sur le marché. Changer les habitudes pour réduire les dépenses de santé, c'est l'enjeu du débat entre les médecins et la sécurité sociale. Les médecins et les caisses d'assurance maladie ont justement repris leurs négociations aujourd'hui afin de maîtriser les dépenses de la médecine libérale, plus 5% l'an dernier au lieu des 3,3% qui étaient initialement prévus. Comment maîtriser ces dépenses ? Dans les caisses de la sécurité sociale, il y a ce que l'on appelle les médecins conseils chargés de surveiller le travail de leurs confrères. Une mission délicate pour des médecins qui jugent d'autres médecins. Laurent Bailly, Roger Mathurin. Les médecins prescrivent-ils trop de médicaments à leurs patients? Le trou de la Sécu pourrait le laisser penser. Et pourtant, c'est surtout le prix des médicaments qui a augmenté. En tout cas, dans cette salle d'attente, les avis sont partagés. Par exemple, cette dame pense que le médecin a sa part de responsabilité. On va trouver toujours quelque chose, même si il n'a rien, elle va lui mettre, allez, prenez ça, ça vous fera du bien. En revanche, cette maman estime que les abus viennent souvent des patients eux-mêmes. Il y en a qui s'écoutent beaucoup, et puis le patient, des fois, il prescrit, et puis il fallait pas prescrire, en fait, c'est des fois dans la tête que ça se passe. Pour éviter les abus, 2000 médecins conseils de la Sécu, comme Antoinette Salama, épluchent les ordonnances de leurs confrères et parfois les sanctionnent. Leur objectif ? Éviter ce qui est inutile, éviter ce qui est redondant, éviter ce qui est dangereux, mais par un regard médical. Si médicalement une prescription est justifiée, même si elle coûte très cher, il n'y aura aucun problème pour sa prise en charge. En réalité, la consigne, c'est surtout de faire des économies. Alors, certains médecins de terrain reprochent aux médecins conseils d'être coupés des réalités.
il voit évolution des dépenses. Seulement, il voit pas. On nous dit par exemple, vous prescrivez trop d'anxiolytiques. J'ai une patiente là, elle est arrivée hier, elle s'est fait casser la figure en bas de sa tour, elle sait très bien qui c'est. Elle n'ose pas porter plainte parce que ce sont des jeunes de sa tour. Elle m'a dit, ils vont se venger. Elle est arrivée dans un état lamentable, elle était le visage tuméfié, elle est dans un état d'anxiété. Mais qu'est-ce que j'allais faire, moi? Lui dire, madame, on n'a pas le droit de prescrire d'anxiolytiques? Qui a raison, qui a tort, seule certitude, l'explosion des dépenses de santé, c'est toujours la faute des autres. Vous venez d'acheter des médicaments? Bon, bah vous creusez le trou de la sécu. Non, pas du tout. À noter une très belle initiative, les Docteurs du Cœur. C'est une association qui vient de se créer à Rennes sur le modèle des Restos du Cœur. Ils soignent ceux qui ne bénéficient pas de l'aide médicale gratuite ou qui n'ont plus le courage de se rendre chez un médecin. L'hiver, c'est une évidence, c'est une période terrible pour les sans domicile fixe. Ces femmes, ces hommes qui se résignent à cette vie sans grand espoir et qui restent d'une certaine façon tout de même dignes, lucides face à cette condition. Reportage le long des boulevards périphériques à Paris, un soir d'hiver. John-Paul Lepers, José Boulestex. Ni eau ni gaz. Quand il branche la batterie, c'est qu'il reçoit chez lui dans sa cabane. Jean-Claude pourrait être accueilli dans un foyer, mais il préfère sa liberté. Où est-ce que vous dormez? Tout à l'heure, vous allez vous coucher. Ouais, comment je vous dors allez faire comme le commun des mortels sur un lit. Avec un chien, un chat. Voilà. Ils me tiennent chaud et tout. Au corps et au cœur. Jean-Claude n'aime pas se plaindre. À 49 ans, il survit grâce au RMI et à la récupération. Avec une quinzaine d'autres SDF, il habite ici depuis 2 ans et demi, sur cette langue de terre, à 200 mètres de Paris, coincé entre l'autoroute de l'Est et la Seine. Ce soir, comme tous les soirs, il est invité chez Jean-François et Laurela. Leur cabane est plus basse, environ 1,20 m. En hiver, c'est plus facile à chauffer. C'est bon, hein? Plus on a des couvertures et on a des duvets qu'il pour la Croix-Rouge d'Ivry. Ah oui. Après le dîner, Jean-Claude rentre chez lui, allumer ses 2 boîtes de conserve, remplies d'alcool à brûler. Il en faut 3 litres par jour, 15 francs. Sinon la mort peut frapper. Jean-Claude en est le témoin. Les gars, ils couchaient à côté de lui pendant 5 jours. Ils ont défoncé la porte et ça faisait 5 jours qu'ils ne mangeaient pas. Il est mort de froid et de faim. Samedi dernier. Ici, là? Ah bien sûr, ici. Là. À 100 mètres de là vit encore un autre SDF. Lui ne voudra pas être filmé. Voilà exactement où il habite. Été comme hiver depuis 5 ans, derrière ce pilier d'autoroute. 80 personnes vivent ainsi dans cette zone, à 2 pas de la capitale. Un texte, une proposition de loi qui avait fait beaucoup de bruit en début de semaine et qui disparaît, en tout cas qui est suspendu provisoirement. Il s'agit de la réforme de la législation sur les abus de biens sociaux. Pour son initiateur, Pierre Mazeaud, RPR, il s'agissait de réduire le délai des poursuites possibles. Jeff Wittenberg, Jean-Marc Sursin. C'était une journée de dupes dont la victime s'appelle Pierre Mazeaud. Le député RPR se croyait soutenu. Sa proposition de réforme sur la législation des abus de biens sociaux déposée sur le bureau de l'Assemblée, il comptait sur le soutien de ses collègues gaullistes. Il s'est trompé. Cet après-midi, le président du groupe RPR, Michel Péricard, a donné la nouvelle consigne. Le texte Mazeaud est enterré. Son auteur a fait mine de ne pas comprendre. C'est une chose nulle. Où le gouvernement a demandé à M. Péricard d'avoir cette réaction, ce qui laisse supposer que le gouvernement tient à l'enterrer, ou c'est une initiative personnelle de M. Péricard. Alors il reste évidemment l'interrogation auprès du gouvernement. Veut-il, oui ou non, faire comme M. Péricard et l'enterrer? Mise au point quelques minutes plus tard au siège du RPR. Alain Juppé y préside un bureau politique. Pierre Mazeaud, lui, ne décolère pas. Il considère que dans cette affaire, il a été lâché par le gouvernement. L'initiative de cette réforme? Ça, écoutez, vous poserez la question au Premier ministre. Malentendu, qu'on ne compte pas sur le RPR pour clarifier les choses. La réforme Mazeaud, c'est bien simple, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Est-ce que la réforme est retirée? Il n'y avait pas de réforme. Comment? Il n'y a pas de réforme? Bilan de la journée, cafouillage au RPR pour un texte qui n'est pas prêt de voir le jour. Les abus de biens sociaux resteront imprescriptibles. Matignon considère que ce genre de réforme peut attendre. La violence dans certains établissements scolaires. 10 élèves du collège Paul Painlevé de Sevran ont été interpellés aujourd'hui après les violents incidents de lundi dernier. Plusieurs vitres de leur établissement avaient été brisées. À Sevran, aujourd'hui, c'était mercredi, jour de repos pour les enfants. Marie-Pierre Farkas, Pierre-Laurent Constant. Sevran à l'heure du bilan. Au collège, on chiffre les dégâts matériels 350 000 francs.
Une entreprise privée est déjà à l'œuvre pour que lundi la vie scolaire reprenne comme avant. Du côté des parents, des élèves, les incidents sont encore trop proches pour qu'on envisage un début d'explication. Qu'est-ce qu'elle en dit, votre fille, de ce qui s'est passé? Elle est outrée, elle est désolée, elle a plus de voix. Moi-même, en tant que parent, j'ai plus de voix. On est anéantis, quoi, parce que le collège, vous ne l'avez pas vu à l'intérieur, mais c'est un musée. Il est magnifique, il a été refait, il a de magnifiques mosaïques. Je suis sûre qu'il y a des enfants qui ont des potentiels pour travailler, et puis ils ont eu des beaux locaux, et puis bon, il s'est passé ça, quoi. Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez entourés, je pense. Eliana Mignot veut éviter les clichés sur le désœuvrement des jeunes des cités. Elle vit ici depuis toujours, a élevé ses 3 enfants et reconnaît qu'à peu de frais, il y a de quoi occuper les enfants. 900 élèves sont inscrits à l'école de musique, comme Yacine, un exemple. Il a grandi dans une cité, mais à 16 ans, il est en première. Il rêve d'être batteur et n'admet pas que son ancienne école ait été abîmée. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé au collège Pain-Levé? C'est un collège que vous connaissez? Ouais, j'y étais, ce collège, puis quand j'ai appris ça, c'était hier, j'étais ça m'a surpris, quoi. Je pensais pas que telle chose pouvait arriver, quoi. Ce mercredi fut tranquille à Sevran. Yacine explique que quand il pleut, les enfants des rues restent chez eux, mais que surtout il y a ici 10 000 enfants qui ne souhaitent qu'une chose, vivre en paix. Nos reporters ont assisté cet après-midi à une réunion organisée par des enseignants d'un certain nombre de zones sensibles de la banlieue parisienne. Ils analysaient ensemble les problèmes rencontrés tout au long de ces dernières semaines. Écoutez, Françoise David, Bernard Ronflet. Là, il est devenu impossible de travailler, on ne peut plus travailler. Les collègues ont vraiment très peur. Tous ici sont enseignants, souvent depuis longtemps. D'année en année, ils ont vu la situation de leur collège de banlieue se dégrader, leur rapport avec leurs élèves se détériorer, l'enseignement y devenir plus difficile, voire quasi impossible. Il est évident dans les conflits avec les élèves que nous vivons et que nous décrivons que pour eux, le collège ou le lycée, c'est l'endroit où on va voir les copains, où on s'amuse, où on fait toutes sortes d'activités, mais où il y a ce refus de ce pourquoi l'école est faite, c'est-à-dire l'étude. La violence dans les établissements scolaires, explique-t-il, n'est pas nouvelle. Mais elle a pris ces derniers temps une telle ampleur qu'ils ont décidé enfin de briser la loi du silence. Cela signifie aussi parfois porter plainte, ce qui veut dire que l'établissement porte plainte, que le recteur doit porter plainte aussi, quand les personnes et les biens sont attaqués. Et ces enseignants demandent à François Bayrou plus de moyens humains et matériels. S'il a des moyens, qu'il les débloque rapidement. S'il les a pas, qu'il les demande au Premier ministre. Mais c'est un appel à l'aide quand même au nom d'une grande partie des personnels de l'éducation que je lui lancerai quand même. Cet appel à l'aide, les enseignants sont allés le porter au ministère cet après-midi. Mais selon la délégation qui a été reçue au cabinet de François Bayrou, ils n'ont pas eu matière à apaiser leur colère. Invité de notre journal, Monsieur Roger Fourou. Monsieur Fourou, ancien ministre, ancien industriel, est actuellement président de la commission chargée de réfléchir sur les problèmes du système scolaire français. Monsieur Fourou, bonsoir. Bonsoir. Première question, si l'on fait la part des choses, quelle est la part de responsabilité dans les affaires qui nous concernent aujourd'hui de l'école, des parents, de la société ? Oui, vous savez, l'école est depuis toujours au carrefour de toutes les contradictions de la société. C'est elle qui est au premier rang du combat. Alors je crois qu'il faut d'abord protéger l'école. L'école, c'est un endroit sacré, parce que c'est l'endroit où vivent nos enfants. Le ministre parlait de sanctuaire. Oui, il faut parler d'un endroit qui est protégé contre toutes les violences extérieures, contre toutes les querelles d'adultes. La laïcité, c'était ça, mettre les enfants à l'abri. Ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, bien sûr, il faut que l'école soit à l'écoute de tout ce qui se passe. Mais je comprends l'indignation et les angoisses des enseignants. On entend beaucoup justement, Monsieur Fourou, les professeurs depuis quelques jours. Vous les entendez depuis plusieurs semaines. Oui. Que vous disent-ils? Ils en ont assez? Écoutez, nous rendons visite à toutes sortes d'établissements et ce que j'ai entendu à l'instant, je l'ai entendu de vive voix de la part de nombreux enseignants. C'est vrai qu'aujourd'hui, leur tâche est devenue extraordinairement compliquée, mais quand j'entends les parents qui protestent, est-ce qu'eux aussi n'ont pas baissé les bras? Est-ce que les parents, les grands-parents n'ont pas capitulé? On impose aujourd'hui aux enseignants une tâche qui est
est extraordinaire, qui est extraordinairement lourde. Sans doute faut-il aussi les entourer, les aider, mettre autour d'eux des assistantes sociales, des infirmières. Un enseignant ne peut pas être à la fois, comme nous l'a dit une jeune professeure de français, papa, maman, grand-père, infirmière, grande sœur, et j'en passe. Alors, il y a quelques années, Monsieur Fauroux, certains ministres de l'Éducation nationale parlaient de toute une génération qui irait jusqu'au bac. Vous dites aujourd'hui, si on pouvait simplement leur inculquer un minimum pour survivre, comme lire, compter et savoir écrire, ce serait déjà pas mal. Oui, on est loin du compte. On est loin du compte, on n'est pas si loin du compte. Vous savez, je crois qu'il y a tout de même partout des enseignants qui se battent. On parle de violence, mais il y a aujourd'hui dans la plupart des lieux scolaires des enseignants qui enseignent et des élèves qui apprennent. Ce que nous essayons de dire, c'est qu'on a peut-être trop chargé la barque en ce qui concerne les programmes au détriment d'autres apprentissages qui sont aussi importants, comme l'apprentissage du français, d'abord en profondeur, savoir s'exprimer, ne pas utiliser uniquement la violence quand on veut défendre son point de vue, donc des relations collectives normales. Ceci veut dire aussi bien se situer à l'intérieur de ce monde compliqué, inquiétant que constituent nos sociétés sophistiquées. Bref, c'est tout un apprentissage des comportements et également une assimilation des connaissances essentielles, des connaissances fondamentales qu'il faut rétablir, que tout jeune Français a le droit d'exiger de l'école. Je pense que tout enfant a vocation à être un bon élève. Je vous remercie, Monsieur Fauroux. Je signale encore que vous participez, Monsieur Fauroux, avec votre commission, à des auditions publiques qui seront retransmises sur la 5, vendredi, à partir de 14h. Aujourd'hui sort en France un film avec Michel Pfeiffer, Rebelle. Une femme professeure confrontée justement à la violence qui règne dans certaines écoles, c'est aux États-Unis. Dans ce domaine, là-bas, la réalité dépasse malheureusement souvent la fiction. Nicole Cornu-Langlois, Bruno Alba. Côté fiction d'abord, Hollywood fait de Michel Pfeiffer une prof de collège dans les bas quartiers. Cela donne un film où la drogue, la violence et les gangs font régner la désespérance. Nous voulons mourir. Ta gueule. Êtes-vous d'accord? Si on veut crever, t'es naze. Putain, non, on veut que tu crèves. Fiction, oui, mais inspiré de l'exemple authentique de Luann Johnson. Après avoir servi dans les Marines, cette femme voulait enseigner. Son karaté lui a parfois permis de s'imposer. J'ai fréquenté l'école publique et je sais par expérience de quoi il s'agit. Et je sais aussi que depuis cette époque, c'est devenu pire. Pire, c'est peu dire. Ici, plus de fiction. Dans ce lycée de Chicago, les élèves passent chaque matin sous un portique électronique. Fouille en règle. 135 000 armes sont introduites chaque jour dans les écoles américaines, estimation officielle. J'ai dû arracher l'école des mains des gangs, sinon ce sont eux qui auraient fait la loi dans mon établissement. On ne pouvait plus faire aucun travail d'éducation. Plusieurs professeurs se sont fait flinguer avant mon arrivée ici. Quelques mesures de sécurité, le fichage vidéo des élèves. À la cantine, fourchettes et couteaux en plastique, plateaux repas en polystyrène. Jusqu'aux toilettes, les portes y ont été supprimées afin qu'on ne puisse s'y cacher. Je crois que la violence, c'est le problème le plus urgent que nous ayons ici. Le mal s'étend bien au-delà des grandes villes. Ce policier enseigne aux enfants, mais oui, que les armes à feu sont dangereuses. Il y en a partout aux USA, elles sont banalisées. La preuve... Combien d'entre vous ont entendu des coups de feu ce week-end dans votre quartier? Wow. Put your hands down. Catastrophe aérienne au-dessus de l'Atlantique, près de Saint-Domingue. L'avion effectuait le trajet Saint-Domingue-Berlin-Francfort. Il est tombé à une vingtaine de kilomètres de la côte avec 189 personnes à bord. À l'aéroport de Berlin, les familles attendent d'éventuelles nouvelles. Jérôme Catala. Depuis ce matin, ils arrivent à l'aéroport de Berlin-Schönefeld pour obtenir des nouvelles de leurs amis, de leurs parents, qui se trouvaient dans le Boeing 757. Immédiatement, ils sont amenés par la police à l'abri des regards et pris en charge par une équipe de médecins, de psychologues et d'aumôniers. 88 touristes allemands auraient dû débarquer à Berlin cet après-midi en provenance de la République dominicaine. Les autres auraient dû rentrer chez eux à Francfort. Cet homme était venu chercher son patron. Lui attendait 2 enfants, un garçon et une fille. Mais pour eux, l'espoir n'est plus permis
car les sauveteurs n'ont repéré aucun survivant parmi les 189 passagers et les 13 membres d'équipage du Boeing qui s'est abîmé en mer au large de Saint-Domingue tôt ce matin. Un désastre que le responsable du vol, le voyagiste allemand Holger Thur, a encore du mal à expliquer. L'appareil a décollé et au bout de 3 minutes, les radars l'ont perdu. Et c'est pourquoi on suppose que l'avion a été soudainement frappé par la foudre. Le pilote n'a pas eu le temps d'appeler ni de donner aucune information à la tour de contrôle. Mais une question reste encore en suspens. Le Boeing 757 qui a remplacé un autre appareil à la dernière minute a-t-il été bien vérifié? Ce soir, l'Allemagne est sous le choc. Une cellule de crise a été constituée au ministère des Affaires étrangères à Bonn afin de déterminer les circonstances exactes et les responsabilités de ce désastre aérien qui apparaît bien comme le plus meurtrier qu'ait connu ce pays depuis de longues années. En Bosnie, incident cet après-midi à Mostar, une ville qui doit être réunifiée entre Croates et Bosniaques. Le responsable de l'Union européenne chargé de cette réunification a été quelque peu bousculé dans sa voiture cet après-midi, donc par des manifestants croates qui sont hostiles à cette réunification de leur ville. D'autre part, la Croix-Rouge vient de publier la première liste des Bosniaques exécutés après la chute de la poche de Srebrenica, une première liste de 3000 personnes. Gilles Rabin. Le jour de la chute de l'enclave assiégée de Srebrenica, le 11 juillet dernier, parce qu'ils connaissaient d'avance le sort que les Serbes réservent à leurs prisonniers, ils ont tenté de fuir dans les montagnes. Ils étaient presque 6000, une colonne qui s'étirait sur plusieurs kilomètres. 200 ou 300 seulement ont réussi à franchir les lignes serbes et ont survécu, dont l'auteur de ces rares images, un caméraman amateur bosniaque. Les autres, tous les autres sont morts, pourchassés, traqués, massacrés, exécutés sommairement par les soldats du général Mladic, le chef de guerre serbe. Malheureusement, je ne pense pas que les 3000 personnes capturées soient encore vivantes aujourd'hui. Je l'ai dit aux responsables serbes bosniaques, nous attendons des réponses claires à ce sujet. Comme si on pouvait attendre des réponses claires de criminels de guerre sur les massacres qu'ils ont perpétrés et sur cette première liste de 3000 noms. D'autant que ces inculpés, le général Mladic et Radovan Karadzic, sont toujours libres, qu'on sait depuis longtemps comment ils ont pensé, planifié, exécuté l'épuration ethnique et qu'on a trop longtemps voulu croire à leurs mensonges. Le général Mladic avait dit « Srebrenica va payer pour les 3 ans de résistance à un siège moyenâgeux ». Srebrenica, enclave officiellement protégée par les Nations Unies, a payé. Ils avaient cru à la parole d'un officier de l'ONU, un général français, qui leur avait dit « Nous vous défendrons ». Le tribunal international pour la Bosnie envisage d'inculper pour crimes de guerre 2 des officiers serbes arrêtés avant-hier par les Bosniaques de Sarajevo, qui donnent ainsi une vraie leçon de morale aux Nations Unies, qui, elles, n'ont encore arrêté personne. Le pape Jean-Paul II a quitté le Guatemala pour le Nicaragua, étape difficile également. À la veille de son arrivée, une bombe a explosé dans une église sans faire de victimes, heureusement. Alain Chalvron, sur place. Visite au Nicaragua a pour Jean-Paul II un air de revanche. Il y a 13 ans, au bas de cette passerelle, c'était un sandiniste marxisant, Daniel Ortega, qui l'avait accueilli un peu légèrement. Aujourd'hui, c'est une présidente bien catholique qui est là, aussi éloignée du marxisme que lui-même. De son précédent voyage, Jean-Paul II garde un souvenir cuisant. C'est vrai que ma première visite fut un moment de douleur. C'était le Nicaragua d'alors. C'était quasiment un saut mortel. Mais nous avons survécu. Aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé, oui et non. C'est vrai que le peuple est au rendez-vous, mais il l'était déjà il y a 13 ans. La guerre est finie, mais la situation n'est pas stable. La nuit dernière encore, un attentat a eu lieu contre une église, le 18e en quelques mois. Des étudiants ont pris des ambassadeurs en otage la semaine passée, et les mesures de sécurité prises aujourd'hui montrent bien que le gouvernement n'est pas complètement sûr de lui. Le prétexte de cette visite est l'inauguration de cette nouvelle cathédrale de Managua qui est derrière moi. Son style est peut-être contestable, mais le problème n'est pas là. Pour Jean-Paul II, c'est un symbole, le symbole de la normalisation du Nicaragua après l'expérience sandiniste. Il ne reste donc plus que Cuba. Le pape aurait d'ailleurs dû survoler l'île en venant de Rome, mais son avion a préféré faire un détour pour éviter à Jean-Paul II d'envoyer, comme le veut la tradition, un message au président du pays survolé, en l'occurrence un certain Fidel Castro.
Retour en France, certains malades du cœur ou des voies respiratoires verraient leur maladie aggravée, voire leur vie abrégée à cause de la pollution atmosphérique qui règne sur Paris et Lyon. Les conclusions de ce rapport, sorti hier soir, dont nous vous parlions d'ailleurs, provoquent aujourd'hui bien entendu des réactions. Reportage d'abord à Lyon où des mesures ont déjà été prises pour tenter de réduire les émissions de gaz toxiques. Didier Guyot, Thierry Monnier. Premier facteur de pollution, le couloir de la chimie au sud de Lyon. Sur plusieurs kilomètres, une plateforme industrielle rejette d'importantes quantités de dioxyde de soufre. Des efforts ont été faits, les rejets ont diminué de 20%, mais cela ne suffit pas. Mais dans l'agglomération lyonnaise, la cause principale de tous les maux a pour nom automobile. Les Lyonnais respirent mal, le diesel et les gaz d'échappement ont envahi la ville. Beaucoup de gens qui arrivent sur la région lyonnaise, au bout de quelques mois, sentent soit des difficultés respiratoires, soit des problèmes de rhinite chronique ou des choses comme ça, ce qui est certainement la preuve que la pollution peut favoriser ces problèmes respiratoires. Depuis 1979, des capteurs, il y en a 40 à ce jour, ont été installés dans certaines rues de l'agglomération. Les résultats sont analysés par ordinateur. Un suivi quotidien de la pollution atmosphérique est donc possible. C'est la pollution automobile qui est actuellement donc le principal problème, puisque la pollution industrielle a nettement chuté depuis 1963. Sans aucun problème, c'est la pollution automobile qui devient préoccupante. Développer les transports collectifs est devenu l'un des axes prioritaires suivis par la ville. 52% des trajets opérés en transport en commun sont effectués par des voitures électriques. Mais pour faire mieux, il faut tenter de bannir la voiture. Il y a un facteur à rajouter, ce facteur c'est dissuader l'usage de l'automobile, je ne dis pas interdire, mais la dissuasion c'est quelque chose qu'on sait faire. L'année dernière, à Lyon, durant 35 journées, le seuil critique de pollution a été dépassé. Dans le rapport sur la pollution atmosphérique due aux émanations des gaz d'échappement des voitures principalement, justement le principal carburant mis en cause est le diesel. Et aujourd'hui, même les constructeurs automobiles en conviennent d'une certaine façon. Ce carburant est le plus nuisible à la qualité de l'air et pourtant il est encore le moins cher et sa consommation, il faut le dire, a été longtemps encouragée. Caroline Glorion, Valérie Gagé. Ce flacon contient les particules émises en moins d'une heure par le moteur diesel d'un camion. Particulièrement toxiques, ces poussières peuvent provoquer de graves inflammations pulmonaires. Le moteur diesel, aujourd'hui en accusation, rejette aussi 3 fois plus de dioxyde d'azote que le moteur à essence. Aujourd'hui, même les pétroliers reconnaissent que le diesel n'a plus sa place en ville. Si on considère que le problème majeur, c'est les oxydes d'azote, d'une part parce que ça aide, ça contribue à la formation d'ozone dans les villes, et d'autre part que c'est les particules, eh bien à ce moment-là, il est clair qu'il ne faut plus donner une place privilégiée à la voiture diesel dans les villes, et que la voiture traditionnelle, au supercarburant sans plomb, aujourd'hui, correspond mieux à la solution du problème de santé qui est posé. Les pétroliers souhaitent une baisse de la fiscalité sur l'essence sans plomb. Pour eux, il est en effet anormal que le gazole plus polluant soit moins cher. D'autres solutions existent, comme les pots catalytiques, mais la plupart sont encore mal adaptés au diesel. Des systèmes performants ont été mis au point, notamment chez Rhône Poulain, mais ils coûtent cher. Et dès à présent, on travaille avec certains constructeurs pour préparer l'équipement des voitures qui seront mises sur le marché en l'an 2000. On peut imaginer beaucoup plus rapidement d'équiper un certain nombre de bus ou de camions ou de véhicules de livraison qui circulent dans les agglomérations, parce que c'est ceux-là qui polluent. De leur côté, les constructeurs automobiles commencent à s'inquiéter. Attention, disent-ils, à ne pas trop renchérir le prix des voitures à moteur diesel, car cela détruirait des emplois. En France aujourd'hui, un Français sur 2, lorsqu'il achète une voiture, choisit un diesel. Les constructeurs ne veulent pas perdre la poule aux œufs d'or. Notez que ce rapport inquiétant sur la pollution est sorti au moment même où Mme Corinne Lepage se bat pour faire passer une loi contre la pollution. Elle rencontre des difficultés d'ordre budgétaire, mais elle estime tout de même ce soir que sa loi ne sera pas réduite à une peau de chagrin. Voilà un moyen de lutter contre la pollution. Une société de coursiers à vélo vient de démarrer aujourd'hui à Paris, comme cela existe déjà dans plusieurs grandes villes américaines. Jacques Cardoz, Pascal Ponce. Serait-ce l'arrivée d'une nouvelle mode soucieuse de l'environnement? C'est en tous les cas une première en France. Une dizaine de coursiers cyclistes, bientôt équipés de leur masque anti-pollution et à l'assaut des rues de Paris. Je pense que le deux roues, c'est quand même l'avenir des grandes villes, parce qu'aujourd'hui la circulation sature, la pollution commence à créer des problèmes, donc forcément c'est une idée qui a son avenir. Alors
Est-ce qu'elle passera par le vélo ou par les scooters électriques ou par la voiture électrique? Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas quel sera le développement exact, mais je suis persuadé que c'est une idée qui a son avenir. Oui. Les essais chronométrés ont déjà démontré l'efficacité de ces coursiers. Aujourd'hui, l'enveloppe que doit livrer l'un des premiers employés de cette société doit presque traverser Paris. Résultat, 15 minutes, c'est aussi rapide qu'un scooter. Un mode de déplacement écolo qui attire aussi les clients. 35 sociétés ont déjà changé d'avis. Désormais, elles choisiront ce nouveau mode de livraison. Des coursiers à vélo, tout simplement parce qu'au moins c'est sûrement moins polluant que des coursiers sur moto. Et puis c'est tout aussi rapide. Quand il y a les embouteillages, un vélo ça passe encore plus vite qu'une moto tout simplement. Donc voilà. Ok, je rentre, tout de suite. Cycliste amateur depuis 10 ans, cet ancien chômeur profite de ses heures de travail pour s'entraîner. Son week-end est en effet consacré au VTT de compétition. Mais finalement, cette initiative ressemble étrangement aux postiers qui jadis distribuaient le courrier à vélo. Jean Edernalier, romancier pamphlétaire, présentait aujourd'hui sur les marches du Panthéon son pamphlet, justement, L'honneur perdu de François Mitterrand. L'écrivain règle ses comptes avec le président de la République disparu, qui fut son ami. Dans ce livre, il délivre un certain nombre de vérités, dit-il, sur la vie de M. François Mitterrand. On ne sait pas encore si la famille va demander à saisir le livre, comme elle le fit pour le livre du docteur Gubler. Nous retrouvons donc en direct maintenant Line Renaud. Line Renaud, bonsoir. Bonsoir Daniel. Merci de nous accueillir. J'espère que nous ne vous mettons pas trop en retard dans votre loge du Palais Royal. Non. Vous nous recevez en costume de scène, je le signale tout de oui, suite. Oui. Alors, pour parler d'abord du SIDAction. Vous avez enfin obtenu que toutes les chaînes de télévision refassent une émission telle qu'elle avait été faite, c'était en 91, je crois. Non, en 94. 14, pardon. Nous avons eu un rendez-vous prochainement, le 12 février, où c'est décidé maintenant. Donc le 6 juin, nous avons un programme commun sur l'ensemble des chaînes et c'est extraordinaire, à la fois pour venir en aide aux associations d'aide aux malades, elles font un travail tellement extraordinaire, et aussi aux scientifiques, bien sûr. Alors, on va parler un petit peu de ce que vous faites en ce moment. Vous êtes au Palais Royal pour la visite de la vieille dame indigne. Non, elle n'est pas indigne du tout. Déjà, c'est la visite de la vieille dame, oui, la visite de la vieille dame de Frédéric Dürrenmatt, mise en scène par Régis Santon, au théâtre du Palais Royal. Voilà. Et ce soir, sur France 2, vous jouez dans un téléfilm, L'Embellie. On peut parler de ce film? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est une très très belle histoire d'amour. Ça prouve que quelquefois l'amour frappe à votre porte au moment où vous croyez ne plus l'attendre. C'est plein d'espoir, plein de charme, avec un partenaire merveilleux qui est Jean-Pierre Cassel. C'est une très belle histoire d'amour. C'est une femme, donc de mon âge, qui retrouve un amour, elle ne l'attendait plus, ça va être son dernier amour. Parallèlement, sa petite fille commence son premier amour. Alors on va en voir un tout petit extrait justement, Aline. Que s'est-il passé? Où suis-je? Je ne sais pas. Comment vous sentez-vous? Je vais chercher un médecin. Non, doucement. Peut-être que vous avez fait mal quelque part. Est-ce que la tête vous tourne? Non, ça va. Faites attention. C'est pas recommandé, vous savez. Ne vous levez pas aussi vite. Non, ça va. J'ai dû glisser sur quelque chose, certainement. Votre téléphone. Vous parliez au téléphone. Merci. Vous voulez voir quelque chose? Vous asseoir? Non, je vous remercie. Je n'ai pas le temps. Ah, ma voiture est là. Ah non, vous n'allez pas conduire après ce qui s'est passé. Ah non, je ne vais pas vous laisser. Ou alors permettez-moi de vous conduire. Hein? Oui, c'est ça, je vais vous raccompagner. Oh, j'accepterai volontiers, mais je me sens bien. Je me sens bien, je n'ai rien de cassé, j'ai toute ma tête. Et franchement, ce serait abuser de votre gentillesse. Line Renaud, vous êtes splendide dans cette tenue-là. Oui. Est-ce que vous, finalement, on vous propose la vieille dame, la visite de la vieille dame, l'embellie, est-ce que vous ne vous vexez pas lorsqu'on vous présente de tels rôles? Vous dites pas, dites-moi, vous y allez un peu fort quand même. Ah du tout, ce sont des rôles merveilleux. Je serais plutôt contrariée si on venait me proposer le rôle d'une jeune femme de 30 ans. Ça, ce serait vraiment un rôle de composition. Merci Line, merci et bonne chance pour ce soir. Merci. Voilà un reportage maintenant qui va sans doute vous étonner. C'est dans le Haut-Var, dans le petit village d'Ampus. Là, dans ce village, eh bien, l'eau est arrivée. Là, finalement, on ne l'attendait pas du tout. C'est-à-dire, vous n'allez pas me croire, au milieu du salon de la maison d'un couple de retraités. Reportage Alban Nicosi, Jean-François Georgetti. C'est une bastide du Haut-Var isolée.
isolés au point de ne pas avoir l'eau courante. D'un certain côté, ça va mieux depuis 3 jours puisqu'un ruisseau a surgi. Le problème, c'est qu'il prend sa source au milieu du salon, là-bas sous la prise du téléphone. À l'eau et au secours, ont crié les propriétaires. Dimanche soir, ça a jailli, les carrelages se sont fendus, et comme un geyser d'eau et un moto au milieu de la salle de séjour. C'est lundi matin, j'ai commencé à faire une évacuation, percer sous la porte-fenêtre. On a mis des tuyaux pour aspirer. J'ai même prévenu la mairie, mais ils n'ont pas pu se déplacer. Et de toute façon, il n'y a plus grand-chose à sauver dans le salon traversé de part en part. Les assureurs contactés ont décidé qu'il était urgent d'attendre, attendre sans doute que le ruisseau soit navigable pour se déplacer. Le monsieur nous a dit qu'il ne fallait pas espérer parce que c'était pas prévu, comme ce n'est pas prévu comme catastrophe naturelle, quoi. Le plus étrange de l'histoire, c'est que depuis 25 ans, les Gervasoni cherchaient ici en vain de l'eau. Voici revisité en quelque sorte dans une version moderne l'histoire de Manon des Sources. Voici maintenant les dernières secondes d'un match de basket en championnat d'Europe des clubs. Pau Orthez en blanc vient de battre, c'est une surprise, Barcelone 82-70. Les Espagnols sont une des meilleures équipes d'Europe. Résultat très important qui préserve les chances de qualification de Pau Orthez pour les quarts de finale de cette coupe. Dans quelques instants, la météo, Nathalie Riouet, 20h55, donc l'embellie dont nous venons de parler avec Lynn Renaud et Jean-Pierre Cassel, 22h35, Bas les masques avec Mireille Dumas, 23h45, le dernier journal présenté par Florence Daucher. Demain matin, 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Madame Ségolène Royal. 13h, Patrick Chaine. Quant à nous, on se retrouve demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. À demain. Bonsoir.